Alors le cycle de Nymphéa, c'est même chose, il fait appel à une temporalité intéressante. Il se décline de 1897 avec, je vous montre un très gros plan, celui-ci, de deux nymphéas en fleurs en fait. Donc deux nénuphars en fleurs. Vous savez que nymphéa c'est le nom latin. Ça, il va en faire finalement un sujet central. C'est-à-dire qu'ensuite, il va vraiment le décliner en allant dans son jardin à Giverny pour en faire des paysages d'eau. Donc, on a ces premiers nénuphars qui sont peints en 1897. On a les bassins, pardon, aux nymphéas qui vont être peints entre 1899 et 1900. Hein, donc, on a déjà 3 ans de peinture de nymphéa. Et puis ensuite, on va avoir le pont japonais. Je reviendrai après là-dessus. Le pont japonisant, vous voyez une photo de Monet dans son jardin à Giverny avec le pont japonisant dans ce jardin. Bon, il avait un superbe jardin. Et puis voilà, une de ces représentations du pont japonisant avec à nouveau les nénuphars. Donc de 1903 à 1908. Donc il va peindre ces paysages de son intimité, de son jardin, hein, jusque 1908. Et ensuite, il va faire des grandes études de 1914 à 1920. Donc sur des tableaux qui sont immenses, qui mesurent 2 mètres sur 2, pour en faire finalement des panneaux décoratifs, jusque 1926. C'est-à-dire qu'on va avoir une démarche qui va aller de 1897 jusqu'à 1926, donc si je ne me trompe pas, quasiment 30 ans, sur la même thématique. C'est cette thématique des nymphéas et du pont japonisant. Je reviens en arrière pour montrer quelques détails. Alors, je trouve que c'est un détail intéressant dans cette démarche et dans ce processus artistique. C'est-à-dire que, bon, vous vous rappelez, on en avait parlé, hein, c'est-à-dire que Claude Monet, bon, il clôture finalement la période des impressionnistes. euh, et il est dans cette mouvance fin 19e, au début justement de cette période des impressionnistes, où les artistes vont sortir de leur atelier pour différentes raisons. Une, parce que l'appareil photographique est popularisé et donc le fait finalement d'arriver à faire clairement des portraits, des paysages avec l'appareil photo, finalement il y a un questionnement qui se met en place chez les artistes pour se demander ce qu'ils peuvent ajouter. Alors est-ce que ça a un intérêt de faire un portrait exactement comme on voit le portrait, puisque l'appareil photographique le fait aussi bien, voire mieux, si on parle d'un portrait réaliste. Il y a l'invention du tube de peinture qui permet finalement de s'évader un peu de ces grands ateliers avec toute la recette culinaire des pigments qu'il fallait préparer en amont, avec tout ce que ça imposait comme espace. Donc, qui vont permettre aux artistes d'aller à l'extérieur, de peindre ce qu'on appelle peindre sur le motif, hein, d'aller à l'extérieur, de se poser devant un arbre et de peindre l'arbre, peindre sur le motif tel qu'il le voit. Donc ça va apporter en effet un travail qui va être complètement différent, qui va apporter une notion de lumière, c'est-à-dire qu'on va bien voir qu'en effet la lumière va être différente selon si c'est le matin, le midi ou le jour, selon si c'est l'été ou si c'est l'hiver, et elle va apporter une vibration très particulière sur le motif, justement. Le mouvement aussi, hein, l'air qui procure du mouvement dans les végétaux, dans les feuilles, dans l'eau, va aussi permettre au peintre, finalement, d'apporter une appréhension sensible complètement différente que si on peint ou d'après mémoire ou d'après un modèle. Donc ça, c'est des éléments qui vont être un moment de rupture dans l'histoire de l'art. Et, donc voilà, il y a toute cette appréhension-là, et donc Monet va passer des heures et des heures dans son jardin, donc à peindre sur le motif.
et à explorer cette peinture sur le motif en appréhendant la lumière, en appréhendant le mouvement de l'eau, etc. Et donc, c'est 30 ans, hein, c'est 30 ans d'exploration intéressante. Et là, je vous ai mis ces deux œuvres parce que je trouve que c'est intéressant de voir la première donc, en 1905, donc les nymphéas toujours, et la deuxième entre 1916 et 1919, où là, Claude Monet est atteint, il est déjà assez âgé, de cataracte, et bah, ça altère pas mal sa vision. Et vous voyez, il y a vraiment un effet très, très impressionniste dans cette notion. Enfin, ça vibre, c'est vraiment intéressant de voir que finalement, bah, ça n'enlève rien à sa peinture, et peut-être au contraire. C'est-à-dire, dans la représentation de ces nymphéas, il y a quelque chose qui vibre, qui est en mouvement, qui exploite d'autant plus la lumière. Euh, qui est une vraie dimension sensible dans cette deuxième image, c'est moins lissé. Euh, il y a quelque chose qui paraît plus spontané. Il y a une vraie notion aussi. On a l'impression que ça va presque disparaître. Il y a quelque chose d'assez flou. Et, euh, et c'est assez émouvant de voir que finalement, les émotions que ça renvoie dans ces thématiques de disparition bah, sont liées aussi à cette vision qui est atrophiée et ce monsieur qui va aussi vers quelque chose bah, qui s'appelle qui s'appelle La disparition. Je vous montre l'influence du grand atelier. Donc, en fait, bah, on vient de le dire, hein, il travaillait dans son jardin, mais c'est vrai que Monet, il va décider, suite au cycle de nymphéa, de prendre un atelier de façon à pouvoir peindre ses panneaux et de pouvoir réaliser ces compositions très grandes qui sont gigantesques. Et pour la petite histoire, Claude Monet, le 12 novembre, il va écrire une lettre à Clémenceau. Euh, il va lui dire qu'il veut lui offrir les panneaux décoratifs des nymphéas. Et Clémenceau va le visiter. Je crois que j'ai mis va visiter le 12 novembre 1918 chez lui. Et puis il va le convaincre de d'offrir tous ces panneaux des nymphéas. Donc c'est une histoire qui va commencer, qui va se terminer à l'Orangerie, comme vous le savez, euh, et qui va être un moment de travail artistique pour mener très important, parce qu'on le verra après, c'est, il y a toute une démarche aussi dans la mise en scène, dans l'exposition, c'est-à-dire il va le penser au préalable. On voit les panneaux qui sont ici. Je voudrais juste faire une parenthèse avant de vous montrer les panneaux. Je vous les montre en même temps, hop, à l'orangerie. Voilà. Il a conçu les nymphéas en fait comme une retraite visuelle. Il faut le savoir, c'est important parce qu'en effet, on est entre deux guerres, on est dans des heures sombres, enfin pré- et post-guerre. Et l'idée de Monet, c'était d'apporter un message universel d'espoir et de paix après le carnage de la Première Guerre mondiale. Et donc, il y a cette idée poétique, un peu contemplative, à travers la vision de ces tableaux, dans une vision intemporelle, on pourrait dire, et vide, vous le voyez, de toute présence humaine. Son projet, c'était de représenter un jardin d'Éden qui ignorait les atrocités commises par la civilisation euh, humaine. Donc ça, c'est quelque chose qui lui tenait à cœur. Et il y a quelque chose de cet ordre-là à l'orangerie. C'est-à-dire quand on se pose sur le banc, euh, il y a vraiment une réflexion, hein. Je vous montre le plan
de l'architecte Camille Lefebvre pour pouvoir, vous voyez, donation Claude Monet, c'est un plan de 1922. Il y a une réflexion de la mise en exposition des tableaux, de la présentation de ces panneaux. Tout est extrêmement réfléchi. Voyez, les nymphées à Claude Monet, les deux saules vont être là, le matin clair, le matin au saule, le reflet d'arbre, le reflet vert, etc. La circulation qui se fait dans ces salles elliptiques de telle façon. Euh, L'idée aussi, c'est de faire écho sur les axes. Est-ouest pour représenter les scènes de lever de soleil qui se situent à l'est. Enfin, il y a toute une cohérence dans la démarche artistique et dans la mise en exposition, la mise en scène, qui a été extrêmement travaillée par Claude Monet. Il est avant-gardiste de ce côté-là, dans cette démarche. On verra que dans l'époque moderne, et on l'a vu, ça va être un élément très important. On l'a vu dans la réception de l'œuvre, dans la mise en scène, dans la monstration. Mais Claude Monet est précurseur de cette démarche-là, c'est-à-dire de réaliser l'œuvre en la pensant dans un espace, dans une présentation, dans une mise en exposition. Je vous ai mis des détails, donc des panneaux avec les nymphéas reflets verts, les nymphéas les nuages, le matin, le soleil couchant. L'inauguration en 1927. Alors, il faut savoir que malheureusement, Claude Monet était décédé peu de temps avant, donc il n'a pas vu l'installation finalisée, malheureusement. Mais euh, c'est pour vous montrer également toute la démarche et tout le processus qui est un processus long. De l'idée, on retourne de ces premières nymphéas qui ont été peintes finalement sans idée préalable et qui vont cheminer. Donc, on part d'un motif. Ce motif, on va le reproduire, le dupliquer de cette façon. Puis finalement, on va agrandir à travers ce motif, on va représenter le paysage de ce motif. Et puis, de fil en aiguille, on va représenter le paysage le matin, et puis le midi, et puis au coucher du soleil. Et puis, on va le représenter avec des nuages, et puis sans nuages. Et tout ça va être pensé pour réaliser un panneau, des panneaux, dans un espace qui va être un espace pour la contemplation. Pour la méditation, dans une idée comme ça de message de paix universelle. Et la forme elliptique, en plus, rappelle bien enfin, est bien en adéquation avec cette idée comme ça contemplative. On se sent vraiment en immersion quand on est assis ou debout au milieu dans le paysage de Claude Monet. C'était une vraie intention de sa part de se sentir comme lui se sentait dans son jardin et finalement en paix. Il y avait cette solitude choisie, exacerbée et représentée dans ses peintures. Donc il y avait vraiment cette idée de nous amener à cette sérénité. Voilà, et la réception du public du cycle des nymphéas, le premier public qui va aller à l'orangerie découvrir les œuvres de Monet. Je vais terminer par cette idée que, en effet, alors je vous l'ai dit déjà, outre l'idée de la temporalité dans les démarches artistiques, donc qui peut être plus ou moins longue, outre le fait qu'une idée peut germer de différentes façons, ou par des faits historiques, ou par un lieu géographique, ou par notre histoire personnelle. Outre le fait que il y a l'idée peut germer, peut être là, peut exister, mais peut ne pas jamais être achevée. Euh, Tout ça, ça, ça permet finalement de poser des jalons et de,
d'aller dans ce qu'on appelle une filiation, en fait, dans l'histoire de l'art, dans des démarches artistiques. Je vous en ai parlé pour Monet, c'est-à-dire dans cette idée qu'il était avant-gardiste, dans cette réflexion sur la mise en scène, l'exposition de l'œuvre, l'installation de l'œuvre pour, permettre aux spectateurs, d'appréhender l'œuvre dans toute sa dimension sensible, de mettre tous nos sens en exergue et dans l'affiliation aussi, de la touche graphique, pour preuve, cette peinture, qui va, après Monet, ça va être tout un mouvement, hein, qu'on appelle la peinture gestuelle, hem et qui va en effet, faire des heureux chez de nombreux artistes modernes et qui va, permettre, de, hem de poursuivre le travail, la postérité de l'esthétique des nymphéas, avec, alors je vous ai mis Joan Mitchell, mais j'aurais pu en mettre d'autres et on va être vraiment, dans alors, c'est toute une mouvance d'artistes américains, qu'on appelle l'expressionnisme abstrait. On en a eu quelques-uns dans d'autres conférences et on est sur une peinture en effet, où la trace du geste est assumée et même voulue, volontaire, hein. Heu, il y a vraiment cette idée aussi, de grand format. Il y a cette idée d'utiliser toute la surface de la toile sans définir de point central, hein, à travers des motifs et dans une pure liberté du geste. Également une appétence, volontaire pour la couleur, à travers des influences de la nature et du monde végétal. Donc, vous voyez, ça fait écho, en fait, le travail, des artistes qui nous précèdent. Parfois, comme Auguste Rodin, parfois ils sont moqués, malheureusement. Parfois ils sont commandités et puis refusés. Parfois ils sont incompris. Parfois les idées ne se finalisent pas. Mais les choses restent, si je puis dire, les traces restent et les choses perdurent. Heu, donc c'est ça qui est important, je pense, de retenir aujourd'hui. Alors je vous conseille, si ça vous intéresse, de retenir ce site. Ça s'appelle Artist Process, c'est un site, qui est vraiment intéressant et qui permet, c'est une espèce de méthodologie de classification des démarches artistiques. Il y a un moteur de recherche et puis, à travers les artistes et les différentes démarches, il est vraiment bien fait. Il y a beaucoup, beaucoup de démarches d'artistes, et ça permet vraiment d'avoir une appréhension comme ça de tout un tas de démarches, et d'avoir, pourquoi pas d'avoir, comme ça en adéquation, des choses qui peuvent être similaires